Cloud. Voilà, c'est parti. Chouette. Merci Yvon. Eh bien, donc je suis très content de faire un exposé. Bon, c'est un peu inhabituel de faire un exposé à distance, évidemment. Alors, donc le but de mon exposé, c'est tout d'abord, c'est est-ce que je peux changer Ah voilà. Alors tout d'abord, je vais présenter mes collaborateurs. En fait, donc c'est un travail de groupe. Donc, c'est un travail qui a commencé en fait avec ma collaboratrice à Pékin, Chiroi Liu, qui est à Beijing Normal, et qui m'a appelé un dimanche en me parlant de papier, et justement en proposant les données chinoises à l'époque. Et donc, ça a tout de suite attisé ma curiosité. Et du coup, on a commencé à travailler à quatre avec Ousmane Seydi, qui est de l'École polytechnique de Thiès au Sénégal, Glenn Webb, qui est à Vanderbilt University aux USA, et plus récemment, on a commencé à travailler aussi avec Quentin Griette, qui est un nouveau collègue qui est arrivé après un postdoc au Japon, donc à Bordeaux. Voilà. Alors, le but de mon exposé, c'est donc de parler en fait donc de l'épidémie de Covid, mais sous l'angle des cas non reportés. Cette épidémie, comme vous le savez tous, c'est une épidémie qui a démarré à Wuhan. Et alors là, ici, on a donc utilisé des données qui viennent du Chinese CDC et du site de la ville de Wuhan aussi. Et le but de cet exposé, c'est donc de parler des canaux reportés et en particulier de comparer les modèles aux données. Donc ça, c'est la question centrale de l'exposé. Et pour essayer de faire justement des prévisions sur le Covid. Voilà. Alors, je ne sais pas si je ne vois pas le haut, c'est soit je vois un bout, soit je. Voilà. Alors, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que les canaux reportés? Alors, les canaux reportés, ce sont les gens qui sont ou bien en incubation, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de symptômes, qui ont été contaminés mais qui n'ont pas encore de symptômes, ou bien les gens qui ne montrent pas de symptômes. C'est deux choses différentes. Donc, il y a aussi donc des gens et la première référence que je vais montrer ici, donc c'est la référence à un article sur une réunion qui a de travail en Allemagne où quelqu'un a transmis le COVID à plusieurs collaborateurs sans avoir de symptômes et qui se sont retrouvés contaminés ultérieurement. En fait. Voilà. Alors, attends, voilà. Alors, une autre évidence pour montrer que les cas non reportés sont importants, c'est le cas du Diamond Princess, où il y a 31% des gens qui sont révélés sur 13 évacués, qui ont été testés en fait. Il y avait 4 personnes qui sont révélées positives au test alors qu'ils n'avaient aucun symptôme. Et plus récemment, il y a aussi une étude qui montre que le nombre de cas non reportés serait en Chine très très important, en particulier à Wuhan. Et donc ça, c'est un papier qui est sur medRxiv et qui n'est pas encore paru. Voilà. Alors concernant les premiers papiers, donc il y a eu quelques tentatives au début de modélisation. En particulier, il y a un papier qui est paru tout de suite dans Lancet, donc qui est basé sur un modèle SEIR avec sur des graphes, des réseaux, pour décrire en fait le mouvement des personnes à l'intérieur de la Chine, en particulier concernant les vols, les réseaux aériens, etc. Et alors là, il n'y avait aucune donnée, et c'est un modèle dans lequel il n'y a pas justement du tout il n'y a pas de cas non reportés. Il ne parlait pas de ça à ce moment-là. Et puis, il y a un autre papier aussi qui est paru en tout début, qui était basé sur un modèle SEIR, qui est paru quasiment instantanément,
et dans lequel il y avait une tentative d'utiliser les données, même s'il n'y a pas réellement de comparaison avec les modèles. Et, mais il n'y a toujours pas de canon reporté. Voilà. Alors, nous, on s'est intéressé au canon reporté, en fait, parce qu'on s'y était déjà intéressé avant, pour le cas de la grippe, et on avait écrit, en fait, 2 articles sur des modèles SIR et SEIR, d'ailleurs, et on avait essayé de comparer ces modèles-là pour le cas de la grippe de Hong Kong à New York en 1968-69. Voilà. Et donc, ça explique pourquoi on a commencé à s'intéresser à la question. Alors, ici, le problème est très différent comparé à ces articles-là, puisque le problème, c'était ici de comparer des données en tout début d'épidémie. Et si vous allez voir les articles que je mentionne ici, en fait, c'est des articles où on suppose, on étudie le problème a posteriori. On essaye de comprendre, une fois l'épidémie passée, comment fitter les modèles aux données. D'accord ? Donc, c'est un problème tout à fait différent. Donc, ici, le problème, c'est de fitter le modèle aux données en tout début d'épidémie. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, voilà le modèle. Alors, le modèle, il consiste en 4 groupes. Il y a les S, les I. Alors, les S, c'est les susceptibles, donc les gens potentiellement contaminables. Donc, au départ, en début d'épidémie, ici, c'est tout le monde, il n'y a pas de gens immunisés. Les I, donc, c'est les gens qui sont infectés, qui sont infectieux, c'est important, donc capables de transmettre l'infection, mais qui ne montrent pas encore de symptômes, donc qui sont asymptomatiques. Donc, il y a une phase comme ça. En particulier, pour le Covid, c'était estimé, enfin, c'était évalué par les médecins à 7 jours, cette période en moyenne. Et puis ensuite, il y a on décompose les infectieux, pardon, en 2 groupes. Les infectieux qui montrent des symptômes sévères et les infectieux qui montrent des symptômes graves. Donc, à partir du moment où ils montrent des symptômes, on les décompose en 2 groupes et il y a aussi des gens qui ne montrent pas du tout de symptômes tout au long de l'infection. En fait. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qu'on cherche à fitter aux données. Et donc ce qu'on connaît en réalité, c'est le nombre de cas cumulés de R, de reportés. Les R, ça correspond, on suppose que donc, les gens qui ont les symptômes, les cas reportés, c'est les gens qui ont des symptômes sévères. Et dans ce modèle-là, le point, c'est que effectivement, les gens qui ont des symptômes légers sont encore capables de transmettre l'infection, puisqu'ils ne sont pas reportés en fait. Et donc, à l'inverse, on suppose, même si ce n'est pas forcément complètement vrai, que les gens qui ont des symptômes graves ne peuvent pas transmettre l'infection. Donc, c'est un modèle, c'est idéalisé de ce point de vue-là, même si c'est des approximations. Alors, une autre approximation qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de classe exposée, c'est-à-dire de gens qui sont infectés par le virus et qui ne sont pas encore capables de transmettre l'infection. Alors ça, on l'a étudié après et j'en parlerai quasiment pas, mais il se trouve que c'est une phase très très courte ici qu'on peut négliger en fait. On l'a étudié dans un papier qui est paru en fait, qui va paraître. Voilà. Alors, donc la question, donc ici, les individus qui sont, on peut négliger en fait les individus exposés. Pourquoi ? Parce que il se trouve qu'il y a des articles qui ont montré que que pour ce virus, les gens excrètent énormément, produisent énormément de virus et deviennent infectieux très très rapidement. Donc nous, on a estimé en fait dans un article la période d'exposition à entre 6 et 12 heures. Donc en fait, on peut le négliger quasiment, même si ça ne coûte pas très cher de rajouter une classe exposée ici. Voilà. Ça complique un peu les choses, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué en fait. Alors, le diagramme de flux est le suivant. Donc, on parle des S, des susceptibles.
on est infecté, on devient asymptomatique. Et ensuite, les symptomatiques, on les divise en deux groupes, les R et les U. Donc, les R, ce n'est pas les remove. Hein. Les remove, c'est après. Hein. C'est l'étape suivante. Donc, remove, ça contient les gens qui sont guéris et les morts, évidemment. Donc, on ne modélise pas non plus ça ici. Donc, voilà. Alors, la question qu'on se pose, en fait, c'est qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est déjà, on ne connaît pas l'instant initial. Je suis gêné par ce truc. Là, je sais pas comment... Ah, voilà. On ne connaît pas l'instant initial pour le modèle, c'est-à-dire comment utiliser l'instant initial pour utiliser le modèle, on ne le connaît pas. Donc, il faut le fitter, il faut avoir un espèce de critère qui nous permette de faire ça. Le S0 ici, il se trouve qu'on le connaît pour ce virus-là, parce que c'est un nouveau virus. Donc, les gens susceptibles, c'est toute la population. Donc, ça, c'est la chose qu'on connaît. Le I0, le U0, on ne les connaît pas non plus, en fait. C'est quelque chose qu'il faut fitter, en fait. Le taux de transmission, on ne le connaît pas non plus, il faut le fitter. Ce qu'on connaît par rapport à d'autres coronavirus ici, c'est le temps moyen de la phase asymptomatique infectieuse. Là, on se connaît aussi, on a une idée, on va le fixer en réalité ces deux périodes à 7 jours. Et là, on connaît aussi, on a une idée aussi de la phase symptomatique infectieuse. Et ce dont on n'a aucune idée aussi, c'est la fraction de gens qui sont reportés parmi les gens qui sont malades. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut fixer aussi, hein, en fonction du pays, en fonction du problème. Hein. Voilà. Alors, si on compare à la grippe, bon, la seule chose qu'on connaît en plus, en réalité, c'est les S à l'instant zéro, hein, et c'est tout. On ne connaît pas, donc on connaît pas grand-chose en réalité, il faut être clair. Alors, du coup, l'information qui est donnée à partir des données, c'est donc le nombre de cas cumulés, le nombre de cas reportés cumulés. Donc, le nombre de cas reportés cumulés, c'est cette intégrale-là, multipliée par nu1, qui est nu fois f ici. F, c'est la fraction des gens reportés. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'idée ici, c'est d'abord fitter un modèle phénoménologique aux données et d'injecter ce modèle phénoménologique dans l'équation différentielle ordinaire. Donc, on commence par faire des statistiques pour essayer de fitter les paramètres de notre modèle phénoménologique ici. Alors, on a toujours un petit problème, pour être très clair avec vous, pour le Ki3 ici. C'est toujours pas très clair sur ce qu'il faut prendre. Parce qu'il y a des méthodes statistiques très bonnes pour fitter cette partie du modèle phénoménologique, mais pour le Ki3, c'est beaucoup moins clair déjà. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fixe le Ki3, on rajoute un Ki3 aux données et on fit une exponentielle comme ça. Et toutes les autres méthodes qu'on a essayées, en fait, nous donnent de temps en temps un Ki3 qui devient négatif. Donc, il y a un petit souci là-dessus, enfin, un vrai souci, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas en réalité. Voilà. Et donc, en supposant qu'on se soit donné Ki3, eh bien, dans ce cas-là, l'instant initial, c'est l'instant où les nombres de cas cumulés s'annulent. Et du coup, on sait estimer le T0, en fait, à partir de ces trois paramètres-là. Voilà. Donc, ici, on a pris trois valeurs pour le Ki3, hein, deux valeurs, en fait, pour le Ki3. Et ce qui ne change pas grand-chose, en réalité, on aurait pu prendre tout le monde égal à 1. Évidemment, ça change les valeurs pour Ki1, Ki2 et T0. Mais ça ne change pas énormément les valeurs de T0 ici. Voilà. Ce qui se passe ici, donc on voit que pour tester notre modèle dans le premier papier, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris trois jeux de données. Un jeu de données pour la Chine, un jeu de données pour la province de Hubei, et puis un jeu de données pour la ville de Wuhan, qui sont très différents, les jeux de données. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc, ça nous donne trois estimations de paramètres, Ki1, Ki2, Ki3, et trois temps initiaux pour le début de l'épidémie. Voilà.
Et donc, à nouveau, les données pour la mainland China, à ne pas confondre avec China tout court, parce que China, ça inclurait Hong Kong, Taïwan, etc., et Macao. Et donc ici, c'est mainland China, et donc sans Taïwan, sans Hong Kong, sans Macao. Et puis, on a la province, les données qui viennent de la municipalité de Wuhan pour la province de Hubei et de même pour la ville de Wuhan aussi. Voilà. Donc là, ici, ce que j'ai fait, j'ai tracé sur le côté gauche, en échelle logarithmique, les données en haut pour la Chine, au milieu pour la province de Hubei et en bas pour la ville de Wuhan. Ici, c'est en échelle normale et pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Alors, vous voyez quand même que les données pour la Chine c'est une belle droite, hein, et on retrouve une croissance exponentielle, même si sur la fin, ce n'est pas parfait. D'accord. Tout Les de dates suite, d'acquisition, c'est quoi? Excuse-moi. Les dates d'acquisition, c'est entre quoi et quoi? c'est entre. Attends, mais là, j'arrive plus à lire, mais on voit les dates en bas là. C'est du 20 au 29 là, D'accord. janvier. C'est en janvier ça, hein. Oui, d'accord, ok. Et donc, c'était les premières données. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit un saut qui apparaît sur les données ici, et on retrouve le même saut ici. Un décalage près, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Oui, il y a un petit décalage dans le temps sur les données ici. Et, mais ce saut correspond à un changement de méthode, en fait, dans les mesures. Donc, ils ont augmenté le nombre de tests, tout simplement, après le 20. Mais malgré tout, bon, on fit les données et donc ça nous donne un jeu évidemment imparfait, mais ce qui est intéressant aussi pour voir si la méthode marche, hein. Donc il y a des problèmes évidemment dans les données, ce qui est tout à fait normal et on a les mêmes problèmes en France en réalité. Voilà. Alors, on pourrait se dire, bon, je prends mon modèle phénoménologique et je continue à l'utiliser une fois que je l'ai fité. Ben, ce n'est pas tellement une bonne idée, puisque dès que je continue à l'utiliser, on voyait déjà la divergence sur la fin des données, mais ça diverge encore plus. Donc ça, ici, c'est le fit, c'est les valeurs obtenues à l'aide du modèle, et les données réelles, ici, elles sont là. Donc on voit qu'on surestime largement en fait, le nombre de cas à l'aide du modèle exponentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle épidémique commence à entrer en jeu, en fait. Et il commence à y avoir des limitations dans la croissance. Donc ici, donc, pour la Chine, non, pour la ville de Wuhan, on sait ce qui se passe, on sait combien il y a d'habitants. Il y a 11 millions d'habitants. On a supposé ici, on s'est placé dans un cas très positif dans le nombre de reports. On s'est placé pour F égale à 0,8 en réalité, après dans les FIT. Et ce qu'on a utilisé, c'est pour les paramètres 1 sur nu, c'est 7 jours. Et le paramètre 1 sur état, 7 jours aussi, ce qui était utilisé d'ailleurs par les médecins français à l'époque, au début de l'épidémie en réalité. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai été moi-même en quarantaine 2 fois, 2 fois 24 heures à l'hôpital de Bordeaux. Bon, j'ai été testé 2 fois négatif, alors que je pense d'avoir eu le Covid. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec un médecin de ces paramètres-là. Et donc, ici, après, l'idée, c'est comment on va utiliser ce modèle phénoménologique et l'injecter dans le modèle EDO, équation différentielle ordinaire. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on est en début d'épidémie. Donc, la quantité de S ne varie pas beaucoup. Et donc, on suppose que, en fait, la partie non linéaire ne joue pas encore un vrai rôle. Et du coup, on injecte cette exponentielle dans un modèle, dans la partie épidémique du modèle, avec un S constant.
Et en gros, ce qu'on obtient, c'est un problème aux valeurs propres pour les équations en I et en U et en R aussi d'ailleurs. Et du coup, ça nous permet, à l'aide de la valeur propre dominante, donc on fait du Perron-Frobenius en réalité ici, d'estimer aussi taux. Donc taux, on a une belle formule ici comme ça pour taux, et ce qui nous permet d'avoir un instant initial, donc l'instant initial on l'a calculé avant, et des conditions initiales pour notre modèle. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on peut aussi calculer le R0, le Basic Reproductive Number. Et donc, on a cette formule-là qui est obtenue. Alors, là, je triche un peu, c'est pas exactement le Basic Reproductive Number, c'est le Basic Reproductive Threshold. Mais bon, parce que le Reproductive Number, c'est une valeur propre, donc la formule est plus compliquée. Donc, pour faire simple, j'ai voulu prendre cette formule-là, qui est le Basic Reproductive Threshold. Qui est défini Euh, comment? comment? Qui est défini comment? C'est un threshold qui permet de détecter si la valeur propre dominante est plus grande que 1 ou plus petite que 1. En fait. C'est une matrice de Leslie et on regarde, voilà, je vais pas, on regarde l'équation caractéristique et on regarde quand est-ce qu'on peut avoir une valeur propre plus petite ou plus grande que 1. D'accord. Ce truc-là vient de cette formule-là. En fait. Okay. Et du coup, quand je remplace en fait le taux par les formules obtenues précédemment en fonction de qui 2 essentiellement, ben on obtient cette formule-là. Et donc, ça veut dire que si on s'est donné f, nu et état et qu'on a estimé qui 2, eh ben on connaît le R0. Voilà. Et alors, pour le calcul du R0, je suis l'approche classique, standard de Dickman, Easterbeck, Metz ou leurs concurrents Van Dendrich et Watchmoss. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, pour ce jeu donné, on a pris f égale à 0,8, état égale à 1 sur 7, nu égale à 1 sur 7. Du coup, on obtient, en fonction des qui 2, qui 3, différentes valeurs en fait, pour le R0, en fonction du jeu de données. Sachant que ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on regarde la ville de Wuhan. Donc, le nombre S0 est toujours fixé à 11 millions. Dans un premier temps. Alors, voilà ce que donne la comparaison du modèle aux données. Donc ça, c'est le modèle épidémique, une fois qu'on a fait tout ce qu'on vient de dire, en fait. Et donc, on voit qu'en haut, c'est les données pour la Chine. On voit que la courbe noire suit très bien les points rouges. Les points rouges, c'est les données pour la Chine. Là, alors, la courbe, les points bleus, là, ici, c'est les cas non reportés. En noir, c'est les cas reportés, en fait. Donc, pareil pour la province de Hubei, ici, on suit très bien les données. Évidemment, on diverge un peu sur la fin. Et ensuite, on fait ce qu'on peut pour les données de la ville de Wuhan, parce qu'il y a des sauts, mais on a quand même une tendance. Donc, ça marche encore pas mal. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je vais parler de ce qu'on appelle le turning point. Le turning point, c'est quoi? C'est une notion un peu floue, mais qui signifie qu'on a un changement, c'est un point d'inflexion pour l'épidémie, c'est-à-dire que le nombre de cas, c'est le moment où le nombre de cas commencerait, nombre de cas, alors c'est justement journalier par semaine, etc., commencerait à décroître. Donc, on a un changement de tendance, en fait. Le nombre d'infectieux changerait. En fait, ça serait aussi une autre façon de dire, c'est le nombre d'infectieux qui commencera à décroître. Et donc ici, on utilise en réalité plusieurs définitions. On a commencé par une définition du turning point qui était basée sur le nombre de cas, sur le changement de concavité pour le changement pour le R, en fait. Donc qui atteint ici un maximum au turning point. Donc ça, c'est dans le premier papier. Après, on va faire autre chose. Alors, dans ce tracé ici, on trace. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on utilise
donc, notre fit aux données pour le démarrage de l'épidémie et on regarde ce qui se passe en laissant faire l'épidémie. Et alors ici, ce qu'on a en rouge, c'est les R. En bleu, c'est les U. Donc les U, c'est-à-dire les infectieux asymptomatiques, non, les infectieux non reportés, donc avec des symptômes légers, et les R avec des symptômes graves. Voilà. Et donc on voit que si on ne fait rien, effectivement, l'épidémie arrive quasiment à 9 millions d'individus. Hein, le nombre de cas cumulés arrive à 9 millions. Donc on a une épidémie incontrôlée et très grave en fait. Donc la question tout de suite, c'était comment tenir compte du confinement en fait dans les modèles. Et donc en réalité en Chine, à Wuhan en tout cas, il y a eu 2 phases de confinement. Une première phase qui consistait à dire qu'on arrêtait les transports publics à partir du 23 janvier. Et les transports privés ont aussi été arrêtés à partir du 26 janvier dans la ville de Wuhan. Ils n'étaient plus autorisés. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que le nombre de personnes qui ont quitté la ville de Wuhan était très, très important. Il y a eu, semble-t-il, 5 millions de personnes qui ont quitté la ville de Wuhan, qui ont fui en fait la ville de Wuhan pour échapper à l'épidémie. Hein. Et donc, le nombre de susceptibles a chuté. Et ça, on n'en tient pas compte dans le modèle, même si, dans un premier temps, on en tient compte quelque part, puisque ici. Donc, voilà ce qu'on a fait en premier. Ce qu'on a dit, c'est que notre taux de transmission change. Donc, on reprend le même modèle avec un taux de transmission qui est d'abord estimé avec le jeu de données, et puis on le fait tomber à 0 pour regarder ce qui se passe dans un cas idéal où le confinement est parfait à partir du jour 25. Voilà. Et donc, tout de suite, on retombe à des nombres très, très raisonnables en nombre de cas cumulés, puisqu'on arrive à 7000 pour la ville de Wuhan. Et on a un turning point qui, du coup, est au 30 janvier. Donc, le turning point, c'est toujours le maximum de la courbe en rouge ici. Alors, ça, c'était en utilisant le Kiaki2 qui était obtenu à partir des données pour la Chine. Hein. Donc, si maintenant on utilise le Kiaki2 en utilisant les données pour la province de Hubei, ben, on obtient cette simulation avec beaucoup moins de cas cumulés au final. Et ça vient en fait du phytodonnées. Hein. De même, alors on utilise dans toutes ces simulations-là, on utilise toujours le même S0, qui est le nombre, les 11 millions d'individus de la ville de Wuhan. Et là, pareil, donc on a pris le Ki3 obtenu pour la ville de Wuhan et on obtient encore moins de cas à nouveau. Voilà. Alors, par contre, ce qui reste, c'est qu'on est toujours l'invariant, en fait, le point commun de toutes ces simulations, en fait, c'est que en fait, on obtient toujours le même turning point qui est à peu près au 30 janvier. En fait. Voilà. Alors, on peut aussi du coup tracer le Basic Reproductive Number ici. Donc, on voit l'influence du F et on voit ici l'influence du paramètre 1 sur nu. Donc, on voit que quand F augmente donc le nombre, donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens reportés, le basic reproductive number diminue, et quand 1 sur nu augmente, à l'inverse, donc nu c'était le temps durant lequel, 1 sur nu c'est le temps moyen durant lequel les individus sont asymptomatiques, infectieux asymptomatiques. Donc quand ce temps augmente, le R0 augmente. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour le premier article. Et donc, on avait fait un modèle pour taux qui était assez brutal, en supposant que le taux de transmission était immédiatement nul après le confinement.
Donc, dans un second travail, on a donc cherché à améliorer la diminution de ce taux de transmission en utilisant à nouveau quelque chose d'assez simple, mais avec uniquement deux paramètres supplémentaires que sont l'instant auquel, donc N ici, c'est le moment du premier jour du confinement, et mu, pardon, c'est l'intensité du confinement. Donc, on va jouer sur ces deux paramètres pour essayer de fitter les données. Et donc, la fonction taux, elle a cette forme-là, hein, taux de t, et donc elle décroît exponentiellement vite avec le temps. Alors, voilà ce qui se passe quand on fixe donc ici, on fixe tous les paramètres, comme on l'a dit avant, du modèle, et on va jouer uniquement, donc on fixe aussi n, l'instant du début du confinement, et on va essayer de fitter les données en jouant sur le paramètre mu, essentiellement. Et donc, il faut choisir le n convenablement, hein, toujours, hein, pour que ça marche, mais il y a une frange de valeur pour n qui fonctionne avec les données et qui permettent de fitter très, très bien les données chinoises. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on fit le début des données uniquement. Donc, on suppose qu'on ne connaît que le début des données. Et donc, on obtient un mu égal à 0,16. Et ce qu'il faut regarder ici, c'est le nombre de cas qu'on obtient cumulés finaux. Donc, ici, on arrive à 50 000 cas au final. Lorsqu'on utilise des données une semaine plus tard, on obtient un mu qui est à 0,14. On n'a touché à rien d'autre. Hein, et on obtient quelque chose qui s'approche de 60 000 cas. Et puis après, on est déjà à la deuxième semaine, quasiment, on a déjà prédit le nombre de cas finaux, en fait. Et les choses ne bougent plus du tout, en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé notre papier, on a parlé de prédiction, en fait, hein, pour les données chinoises, puisque ce type de méthode permet quand même d'avoir des espèces de prédictions, même si c'est évidemment discutable. Alors, voilà ce qu'on obtient avec un f à 0,8. Et là, je fais exprès d'insister sur f égale à 0,8. Et on voit qu'on fit quasiment parfaitement les données, hein, avec un nombre, une fraction de gens reportés à 80%. Alors, ça, c'est ce qu'on obtient quand on regarde les données cumulées par semaine. Alors, les points noirs ici, c'est les données cumulées par semaine. Donc, la courbe, cette courbe-là, c'est les I. La courbe, voilà, ici, on a les U en dessous, et puis ici, on a les R. Donc, on a essayé de regarder. Donc, on ne fit pas très bien, en fait, on ne fit pas très bien les données à l'aide de ces modèles-là par semaine. Par contre, si on introduit maintenant une équation supplémentaire pour les données journalières, donc on dit simplement que les gens restent dans les DR, les Daily Reported, un jour, ce qui est le cas, eh bien, dans ce cas, on fit très très bien les données, on suit très très bien les données journalières. Et je vais vous montrer tout à l'heure que c'est aussi le cas pour la France. Alors, tout ça, c'est discutable parce que, en fait, on peut faire varier plein de choses au départ, y compris la période où on fit les données hein, pour déterminer qui 1, qui 2, qui 3. Et du coup, on peut faire varier n, on peut faire varier f aussi, et du coup, ça pose des questions sur les prédictions. Et donc, une idée, c'est de dire, regardons ce qu'on obtient si on fait varier tous ces paramètres-là et qu'on cherche à sélectionner les meilleures phytodonnées. Hein. Et donc, voilà ce qui se passe quand on regarde les données chinoises. Ici, donc les points rouges, c'est toujours les données. Et on a les données jusqu'au 6 février ici. Et on trace ici en noir
plusieurs solutions des quadifs obtenues comme meilleur fit aux données sur la période où on a tracé les points rouges, jusqu'au 6 février. Et donc, on voit qu'il y a une indétermination assez importante. Au départ, en tout cas, on fit parfaitement les données, et pourtant, le résultat est très incertain, même sans introduire de variabilité d'aspect stochastique ici. Alors, les courbes vertes ici, c'est les données non reportées. Hein. Voilà. Alors, voilà ce qui se passe quand on fit les données jusqu'au 20 février. Et on voit que tout d'un coup, les choses se concentrent bien et qu'on arrive à avoir des prédictions un peu raisonnables. Donc, la détermination diminue, en fait, et du coup, ça veut dire que, quelque part, en tout cas, si on y croit, hein, on arrive à prédire quelque chose et avoir une tendance. Et voilà ce qui se passe on utilise les données jusqu'au 12 mars. Donc là, évidemment, les choses sont très concentrées. Et voilà. Alors, vous pourrez noter quand même que dans tous ces fits-là, F vaut 0,6. Donc, vous voyez que préalablement, j'ai pris F égale à 0,8 dans ce que j'ai montré avant. On peut aussi fitter les données avec F égale à 0,6. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe pour les données journalières. Alors, quand je regarde les données journalières comme ça, j'arrive au 6 février et je vous mets au défi de me dire ce qui va se passer. Parce qu'en fait, en regardant simplement les données, c'est très difficile de prédire quoi que ce soit. En fait. Et donc, le modèle donne au moins une indication. C'est au moins une indication sur ce qui potentiellement peut se passer. Voilà ce qui se passe lorsque on prend les données jusqu'au fin février. Donc là, ça, c'est le nombre de cas journaliers. Alors, c'est quand même important parce que, en fait, ça vous donne une information sur le nombre de cas par jour, de nouveaux cas par jour. Donc, ça informe aussi sur le nombre de lits nécessaires potentiellement en France, par exemple, ou en Chine, en tout cas, ici. Plus tard, je vais vous montrer pour les données françaises. Voilà ce qui se passe quand on arrive au 12 mars. Voilà. Là, je veux mentionner un travail qu'on a fait aussi donc avec Quentin Grillette sur, je n'ai pas du tout le temps de montrer les détails, mais on a étudié les temps de fin d'épidémie en supposant à nouveau que notre modèle était encore valable aujourd'hui, c'est-à-dire que les mesures de distancing là, entre les individus en Chine sont suffisantes pour éviter la production de nouveaux cas, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, on obtient de toute façon une fin de l'épidémie qui serait, pour être sûr, en début juin ou au pire fin juin. Quoi. Voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir, ce type de modèle permet aussi de calculer les temps de fin d'épidémie. Hein. Donc, on a fait pour cette étude-là, on a utilisé deux approches différentes. On a fait de l'individu centré, l'IBM, pour le modèle en question, et ça marche très bien pour comparer notre modèle en moyenne fit très bien les simulations stochastiques. Et puis, on a fait aussi une approximation de l'EDO pour avoir une espèce de formule du calcul de temps de fin d'épidémie. Voilà. Alors, pour conclure mon exposé, j'ai refait des simulations donc hier soir pour la France, que je n'avais pas faites en fait, et j'ai pris F égale à 0,4 ici, et les dernières simulations que j'avais faites pour la France, le dernier fit de données, c'était le 30 mars, et voilà ce qu'on obtenait. On obtenait une variabilité très importante. Et donc, en prenant les données donc, qui viennent de Wikipédia, hein, qui donc donnent des choses un peu raisonnables en termes de données reportées, eh bien, on obtient ça et on voit que très rapidement, donc, on converge sur un nombre de cas qui est à 150 000 cas. Voilà ce qui se passait. Donc ça, c'était ce qu'on avait dans notre papier au 30 mars. Hein. Donc là, à nouveau, on est avant le turning point. Donc le turning point, il est ici. Hein. Il varie
entre je dirais le 30 mars et puis, ici vers le 9 mars, je crois, quelque chose comme ça. Le 9 avril, pardon. Et donc, si je vais un peu plus loin dans les données, donc je prends les données updatées à hier, en fait, voilà ce que j'obtiens. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci, merci. Et puis d'avoir mis à jour les résultats qui montrent effectivement une fourchette bien meilleure pour la prédiction. Et donc le 11 mai, ça y est, on peut y aller, quoi. À mon avis, bah oui, on aura encore des cas journaliers. On voit encore le nombre de cas journaliers, hein, il est là. Hein. Et là, c'est quand même 2000. Bon, des nombres de cas journaliers en France, on en aura encore un certain nombre. Hein. Ouais, On va ça être c'est à quoi, 500. Attends, le 11 mai, le 11 mai, oui, on on est sera par là, quoi. à 500. Il faudrait que je regarde. Tiens, c'est vrai que je peux le regarder immédiatement, d'ailleurs. Oui, et tu lâches. Ah ouais, c'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder le 11 mai, en fait. Et, J'ai tellement le nez dans le guidon, là. Attends, où est-ce qu'il est mon exposé? J'ai fait les simus exprès pour ça. Donc, voyons. Bon, ben, je vais regarder un petit coup de MATLAB et je vais aller regarder la valeur exacte pour 11 mai. Quoi. Et attends. très bien. Donc, en attendant, si vous avez des questions, vous levez la main, s'il vous plaît. Ça va permettre de passer les questions les unes après les autres pendant que Pierre nous donne au 11 mai où on sera. je, vais, je vais vous donner le nombre de cas journaliers. Ah, voilà. Donc, ça va, c'est pas trop mal. Alors, le 11 mai, je dirais que c'est à peu près par là, voyons. Ouais. Là, je suis le 8 mai et je suis à 314 cas. Donc voilà, un petit peu après, je suis à 300 cas par jour, 11 mai. D'accord. OK. Voilà. Super. Étienne, lève la main. À toi. Attends. Alors, attends, Étienne, je vais te donner Non, le son. Vas-y, Étienne. Ah, il faut que j'active mon micro. Voilà. voilà. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Donc, mais ton F. Alors, ton F, redis-nous exactement ce que c'est que ton F. F, donc c'est la fraction des gens qui ont les symptômes sévères. Puis D'accord. c'est aussi implicitement, c'est la fraction des gens qui sont reportés. Oui. Mais Mais ah merde. Allô? je croyais que. Non, c'est pas grave. Ah non, mais j'ai cru que j'ai coupé le truc. Euh, je croyais qu'il y avait à peu près 80% de gens qui ne sont pas du tout symptomatiques, autour de 80% qui ne sont pas symptomatiques. C'est une bonne Toi, question. tu ne dis pas du tout ça. Moi j'en sais rien. Mm. Et ce n'était pas clair. Donc, je teste plusieurs valeurs, en fait. D'accord, tu n'en sais rien, mais si tu n'en sais rien, comment tu arrives à prédire Parce que tout de même, ton Non, mais modèle, il dépend beaucoup de ça, parce que… D'accord? non, ce qui va dépendre, effectivement. En fait, si tu regardes les simulations, alors, attends, il faut que je remonte. Vous voyez mon écran, là? Non. Non, on te Et voit Ah, toi. on te non, voit mais c'est toi. bien, c'est bien. Attends, Attends, il faut que je te redonne la main, peut-être. attends. Voilà, attends, je te redonne la Ah, main. voilà, Voilà, ça y est, tu as la j'ai main. retrouvé mon. Ouais, attends, je ne sais plus comment faire, en fait. Bon. Tu as la main, tu fais partage Non, mais d'écran. ce qui se passe, c'est quand même. Bon, on va faire simple parce que j'arrive pas à faire là. Ah si, oui, voilà, ça y est. Plein écran, voilà, desktop, partager l'écran. Ouais, voilà. Ce qui se passe quand même, c'est que. Tu me vois là? Enfin, tu vois le. Oui. Ah, voilà. Oui, on voit, oui. Et donc, en fait, quand même, ce qui varie pas mal, c'est les courbes vertes, en fait. Tantôt, elles sont au-dessus, tantôt, elles sont en dessous. Donc, en fait, D'accord. ce qui va être vraiment influencé, on fit les données, bon, qui sont ce qu'elles sont, à l'aide des courbes noires, là. Et donc, ça, c'est les cas symptômes sévères reportés, en fait. Hein, on suppose que c'est la même chose. Et puis,
Mais ça veut dire, c'est quelles données, ça? C'est les gens qui sont admis à l'hôpital ou c'est quoi? C'est les données Wikipédia, c'est les données reportées officielles WHO en fait. D'accord. Non, mais pour la France, c'est quoi? Mais C'est des c'est gens qui sont admis à effectivement l'hôpital. pour la France, c'est les gens qui sont admis à l'hôpital tout de suite. D'accord, d'accord, ça va. Ok. Voilà. Et tu vois que effectivement, ben, on peut le voir par exemple pour la Chine. Là, j'ai fait varier pour la Chine. Où est-ce que j'ai mis ça pour la Chine? Tout à l'heure, j'avais F égale pour la Chine. Voilà. Il prenait F égale à 0,8 hein, ici. Donc, je fitais très bien mes données ici. Et par contre, la courbe verte, elle, était bien en dessous de ce que je vais avoir après. Évidemment, si c'est Et 0,8. voilà. Voilà. Non, mais pourquoi pas? Je comprends pas, tu joues entre 0,4 et 0,8, pourquoi pas 0,2 Non, mais là, pour la Chine, là, je te montre la Chine. J'ai fait exprès en ouais. fait de montrer deux types de F différents, très différents. Et mon nombre de cas non reportés, lui, par contre, va être beaucoup plus grand. Et effectivement, on arrive à fitter dans les deux cas les données très bien. Voilà, on le Ouais. voit. Hein, de toute façon. Oui, oui, mais ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on cherche. Si tu cherches le nombre de reported, et à mon avis, tu arrives, quelle que soit la fraction, à y arriver. Si tu veux connaître la séroprévalence, du coup, ça, par contre, il faut connaître la valeur de F. Voilà, c'est ça. Mais il faut faire des sondages supplémentaires, je pense, dans les populations pour savoir ce qu'il en est, en fait. Hein. Tout à Sinon, on ne fait. va pas y arriver. Hein. Mais la fraction F, on s'en fout un petit peu pour, à mon avis, deux raisons. Attends, la fraction F, on s'en fout un petit peu si l'objectif est de savoir combien il y a de cas. Ouais. Combien il y a de cas à l'hôpital, de reported. De reporter, ouais, Voilà. exactement. Si tu veux connaître le nombre de cas atteints, oui, là, tu es obligé de connaître F, bien évidemment. D'accord ? Ce qui nous intéresse quand même en pratique, c'est le nombre de cas de gens qui vont arriver à l'hôpital, dans des cas graves. C'est un des éléments. L'autre élément, c'était je sais plus, le truc de groupe, là, où là, c'est la séroprévalence. Parce qu'à partir du moment où on a 65% ou 70% de la population qui est atteinte, eh ben, donc on peut relâcher là. Oui. Mais si l'objectif n'est pas la séroprévalence, mais de savoir comment les hôpitaux vont être saturés, je pense que la valeur de F est assez peu importante. Oui. Tant que la proportion totale d'infectés reste en dessous d'un certain seuil, effectivement. Oui, c'est ça. Et pour le moment, on est à 10%. Il n'y a pas de pays qui soit au-dessus de 15% de séroprévalence. Hein. Donc, on est encore dans un cas où… D'accord. Mais j'ai une deuxième question, si je peux me permettre. Évidemment. Donc, justement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce que ton modèle prédit après le 11 mai? Alors, attends, je précise ma question. En admettant qu'après le 11 mai, le R0 va remonter, d'accord, mais va tout de même pas remonter à la valeur qu'il était avant parce que il y aura tout de même, la plupart des gens vont avoir des masques, parce que les gens vont faire beaucoup plus attention, parce qu'on n'ira tout de même pas dans les… Même si les gens vont travailler, ils n'iront pas dans les bars et les restaurants. Il y aura peut-être un peu moins de gens dans les métros. Les gens qui pourront essaieront de prendre le vélo, de prendre des moyens de transport plus sûrs, etc. Donc, évidemment, là, c'est difficile d'estimer quel sera le R0 après le 11 mai. Mais enfin, on peut faire des scénarios suivant des valeurs imaginables de R0 dans les circonstances qu'on prévoit pour après le 11 mai et voir comment ça, parce que ça va. Tu nous as dit il y aura je crois que tu as dit il y aura 300 cas journaliers le 11 mai, mais ça va remonter, ça va reflamber. La question, c'est est-ce que ça va reflamber de façon catastrophique ou est-ce que ça va remonter un tout petit peu? Je t'écoute. Tout dépend de la façon. Allô? Oui, on est là. Tout dépend de la façon dont c'est géré après le 11 mai, justement. Parce qu'en fait, tu vois par exemple, en Corée, mais la Corée, c'est le bon élève, en fait. En Corée du Sud, eh bien, donc ils ont développé tout un système de détection, etc., de contact tracing, etc., qui leur a permis d'ailleurs de ne rien fermer du tout pendant toute l'épidémie et de contrôler relativement bien l'épidémie en nombre de cas, quoi. Et ils ont tout misé là-dessus et ça marche plutôt bien. Par contre,
ce qui se passe, c'est qu'il y a là, à l'heure actuelle, bon, on a fait un papier qui apparaît dans Siam News, où on observe que en fait, le nombre de cas cumulés suit une droite en fait. Actuellement, il y a toujours un nombre de cas résiduels qui suit à peu près une droite. Et donc, c'est probablement ce qui risque de se passer en fait, dans le meilleur des cas, si ça ne repart pas. Et en espérant que les gens soient sérieux sur sur les mesures concernant les distances, etc., les masques, etc., eh bien, il y aura toujours un nombre de cas résiduels très faible et qui, mais voilà, c'est ce qui se passe en Corée, c'est ce que je pense qu'il risque de se passer en France et dans les pays européens. Si ça ne repart pas, encore une fois, parce que ça peut très bien repartir aussi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Étienne, mais oui, ça répond à la question. Tu dis une droite avec une pente bon, qui est relativement faible, pas trop importante, c'est ça? Ouais, il y a Ça à veut peu dire que le près nombre de cas par entre. jour est à peu près constant. Si c'est une droite, ça veut Ouais, dire que c'est la ça, ça varie. dérivée est Bon, ça varie constante, d'un donc jour ça à veut l'autre, dire que le nombre de cas mais quotidiens, ça suit une espèce de oui, droite. enfin, en moyenne, oui, c'est un processus stationnaire, quoi, qui fluctue évidemment. Parce que Ouais. Donc, d'accord. mais ils ont réussi, grâce à ça, à maintenir le nombre de cas très faible avec des méthodes. Donc, ils mettent en quarantaine, évidemment, les gens touchés, etc. Il y a tout une, euh, une série de mesures, en fait, qui leur permettent de maintenir le nombre de cas à un niveau très, très faible. Mais ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, dans l'article qui concerne la fin de l'épidémie en Chine, qu'on vient d'écrire, en fait, on a réécrit la discussion parce qu'on trouve quand même que le nombre de cas actuellement en Chine est tellement faible que c'est louche, en fait, parce que nous, ce qu'on trouve, c'est le nombre de cas bien plus élevé quand même. Il devrait actuellement avoir encore beaucoup plus de cas. Et donc, Ouais, allô. Donc, j'ai deux questions. Il y a Louis et Patrick. Donc, Louis, c'était en avant. Donc, fait, comment? euh, oui, je dis, je sais pas, il y a peut-être eu une coupure de mon côté. C'était figé. Je t'ai peut-être coupé la parole. Excuse-moi, tu étais peut-être en train de dire quelque chose. Non, vas-y. Oui. Alors, donc, il y a deux questions. Il y a Louis et Patrick. Louis avait levé la main avant. Donc, je donne la parole à Louis. Ok, bonjour Pierre, merci pour l'exposé. J'avais un peu la question d'Étienne, cette histoire de que dans ton modèle, tu ne vides pas tellement les susceptibles. C'est pour ça que ton F, tu le vois pas tellement parce que les susceptibles, tu ne veux pas les suivre ou tu ne les suis pas de façon très précise. Tu ne cherches pas l'immunité de groupe, Mais sur un nombre de cas comme ça, tu ne veux pas avoir une immunité de groupe. Oui, Mais pas pour effectivement, l'instant. de toute façon, là, ce que ça montre quand même, c'est que les données t'en diront pas plus que sont les données, en fait. Il faut une autre information, en fait. C'est ça que ça dit, c'est qu'il Oui. faut une information supplémentaire pour arriver à déterminer effectivement le nombre de cas Oui, total. Je vais y arriver. c'était un peu ce que Jocelyn Garnier nous avait aussi dit, Ben oui, parce on avait que besoin d'une autre source pour ouais, aller voir il ça. faut faire des sondages. Il faudrait faire des Mhm. sondages pour avoir une idée, en fait, avec des tests à grande échelle, en fait. Enfin, pas forcément à très grande échelle, mais avec des tests pour avoir une idée. Tu ne peux pas inventer. En fait, les données, le nombre de cas cumulés ne te donneront pas cette information-là. C'est ça que ça te dit, en fait. Ouais. OK. Parce que L'autre chose, j'arrive à les fitter de manière, avec des F très différents, je les fitte très très bien. oui, c'est ça, c'est ce que Jocelyn disait aussi. L'autre chose, c'était, je n'ai pas compris pourquoi tu fites mal les données à la semaine. Ben, moi non plus. Ah, Euh, c'est une question.
c'est une question. Mais à la semaine, le modèle, les modèles qu'on a utilisés ne marchent pas du tout. Voilà. Alors qu'on a simplement pris les données journalières qu'on a sommées par semaine. Hein, Mais parce que normalement, tout le monde dit que ça- c'est mieux ça parce que tu évites le fait que les gens reportent moins tel jour de la ouais, semaine, le mais en week-end, fait, je ne sais pas quoi, et finalement. et en fait, non. Ça n'a pas l'air de marcher très bien, en fait. Et quand on voit, par exemple, alors attends, où est-ce que j'ai… Voilà, ça c'était pour la Chine, les données journalières, et ça c'est les données à la semaine. Et même en regardant un décalage, ça ne marche pas très bien, hein, de toute façon. Hein. On voit bien que ça ne… Même en décalant les courbes les unes par rapport aux autres, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Hein. Voilà. OK, bon, à voir. Merci. Mais par contre, tu vois, pour les données journalières, on est très content, ça marche très très bien. Ça marche bien, ouais. Voilà. Patrick Fischer avait une question? Oui, bonjour Pierre, bonjour Yvon, merci pour cet exposé Pierre. J'ai eu une coupure à un moment donné, donc ce qui fait qu'il me manque un bout. Tu as dit, il me semble qu'il n'y a pas d'aspect stochastique dans le modèle et quand tu quand tu montes tes courbes avec peu de données, tu as tout un tas de faisceaux de spaghettis. Qu'est-ce qui varie alors entre une courbe et l'autre? Quels paramètres varient? Ce qui va varier, c'est en fait la période durant laquelle je vais fitter mes exponentiels là, au début. J'ai des exponentiels que je vais fitter aux données sur une période courte, en fait, au départ, en début d'épidémie. Et je peux faire varier l'intervalle de temps. Et puis, l'autre chose que je peux faire varier, alors je vais remontrer les transparents peut-être. Remets par exemple une des courbes où il y avait très peu de données, avec Attends, plein de spaghettis derrière. Voilà, j'expliquais ça ici. C'est-à-dire que pour obtenir les paramètres qui 1, qui 2 ici, du modèle phénoménologique, en fait, exponentiel, je choisis 2 jours, en fait. Et déjà, choisir ces jours-là, en fait, ça correspond à dire que mon intervalle de temps ici, c'est une période où mes données croissent exponentiellement. Et donc, en fait, déterminer une exponentielle sur les données, ce n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'on teste en fait plein d'intervalles de temps pour fitter plusieurs. En fait, on teste plein de périodes comme ça, D1, D2, pour estimer qui 1, qui 2. Et ça, on sait fitter une exponentielle très facilement à des données. Mais évidemment, il faut choisir une période de temps. Et donc, si on varie cette période-là, on fait varier la valeur de qui 1, qui 2 ici. Et l'autre paramètre qu'on fait varier aussi, c'est le début du confinement. Donc, on fait varier. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas super clair par rapport. On a une date de début de confinement qui est officielle. Mais après, est-ce que les gens vont respecter immédiatement les mesures? Ce n'est pas clair. Et peut-être aussi, à l'inverse, il y a des gens qui vont se confiner eux-mêmes chez eux pour essayer qui ont peur simplement d'être contaminés et donc qui vont appliquer des mesures de confinement en amont. Et du coup, la valeur de n aussi peut varier un peu autour de la valeur officielle. Et donc, c'est ce qu'on fait. On fait varier cette valeur n là. Et ça change aussi le résultat. Et une fois qu'on a déterminé ces 3 valeurs, enfin, qui 1, qui 2, qui 3 et n, on estime le mu, l'intensité du confinement, en fait, pour obtenir un meilleur fit aux données. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on choisit parmi tous les fits obtenus, les quelques meilleurs fits. Donc, on fait varier un peu la moyenne, la mean absolute deviation, là. Et puis, on obtient comme ça tout un faisceau de solutions. Et ce qui nous donne en fait un intervalle, une espèce d'intervalle de confiance en fait pour les prédictions. Voilà. Ça répond à ta question, Patrick? Oui, merci. J'avais raté cette partie-là où tu fais varier D1, D2, N, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est assez. En fait, ça vient aussi du fait qu'il y a une question. Quand on regarde des données purement, c'est compliqué en fait.
c'est pas clair de savoir exactement où est la période exponentiellement croissante, etc. Donc c'est pas mal aussi d'avoir une espèce de méthode un peu systématique comme ça, qui permettent d'exploiter en fait le modèle pour traiter les données aussi. C'est ça aussi qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, ce qui est corrélé à un moment donné, quand on a un peu plus de données, à un moment, on voit deux tendances. Attends. Voilà, là, Là, par exemple. ouais. Oui, ben oui, 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 oui. Et puis après, ça disparaît. Enfin bon, Voilà. c'est bon, mais Et c'est c'est aussi quoi? le Ça fait serait des d'avoir. points d'équilibre? C'est quoi? Non, c'est que Ah, il y a un blocage là. Oui. j'aurais des courbes Ah, intermédiaires là, tu vois. Mais tu peux répéter, ça bloquait. Pierre, ton signal a été ah, bloqué pendant quelques temps. Voilà, il faudrait que tu répètes, s'il te plaît. ça doit être les jeunes qui jouent à la PS4 là, ça Ah c'est. oui. Et ouais, donc si tu relaxes un peu ton critère de distance au meilleur fit, en fait, tu as un meilleur fit ici. Et si tu relaxes un peu ton critère de distance, bah, tu vas avoir plein de courbes intermédiaires, en fait, ici. Voilà. Et du coup, bah, là, ici, c'est juste un phénomène. Je veux dire, ça donne juste. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt un intervalle de confiance ici. C'est comme ça que je l'interpréterai, moi. Et à l'inverse, tu vois, après, quand ça se concentre bien, eh bien, on ne voit plus d'intervalle comme ça. Mais bon, ce n'est pas complètement clair aussi, hein. Ça peut aussi être le cas où il y a deux intervalles des 1 des 2 ou deux temps de best fit pour le début de confinement, etc. Ça peut être un truc comme ça, avec des jeux de données qui… Voilà. Donc il y a des choses, peut-être des choses à comprendre, là, j'en sais rien. Enfin, c'est pas clair pour moi, mais en tout cas, c'est ce qu'on obtient. Et je suis à peu près convaincu que si je relâche un peu le critère de distance au meilleur fit, eh bien, je vais avoir tout un tas de courbes intermédiaires, quoi. Voilà. Je vais peut-être en avoir aussi un peu autour, d'ailleurs. Ça, c'est possible. Voilà. Okay. Voilà. Merci. Ok, Lionel avait une question? Oui, bonjour à tous, bonjour Pierre. En fait, oui, c'était pour revenir sur le commentaire, sur les commentaires disant qu'on ne pouvait pas estimer donc le F et plus généralement le nombre d'infectés dans la population. Alors, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, bon, d'une part parce qu'on l'avait fait au début de l'épidémie. En fait, on l'a refait encore pendant la phase de confinement. Mais en fait, ça vient du fait il faut en effet utiliser des données supplémentaires. Et donc, ce qu'on a fait au début de l'épidémie, c'était d'utiliser les données sur le nombre de tests. Et du coup, rien qu'à partir de celle-ci, je pense qu'au début de l'épidémie, on peut être capable d'estimer le F. Et bien sûr, à ça s'ajoutent aussi les données de mortalité. Et donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Est-ce que tu as essayé d'utiliser ces données sur le nombre de tests et sur le nombre de morts? Non, je n'ai pas du tout. Mais c'est ce que Elles je doivent être disais. disponibles, Alors, non, pour Wuhan? ouais, ça pourrait peut-être. Non, c'est pas clair, mais bon, moi, ce que je disais simplement tout à l'heure, c'est qu'il faut une information supplémentaire, sinon on ne va pas y arriver. Oui, mais elle est peut-être Et, disponible, en fait, non, pour Wuhan. j'aimerais bien, ça serait intéressant, hein, mais ouais, il faut quand même, oui, sur le nombre de tests. Alors, en Allemagne, ils font 1 demi-million de tests par semaine, donc c'est peut-être les données allemandes qu'il faudrait prendre, hein. Et pour avoir une information vraiment fiable. Et je ne sais pas. Enfin, non, là, je n'ai pas de réponse à ça pour l'instant. Il faut qu'on travaille ensemble, Lionel, sur ce truc-là, parce que non, c'est assez intéressant, en fait. Et ouais, salut. Lionel, c'est bien en utilisant des tests supplémentaires, complémentaires par rapport aux données qu'a utilisées Pierre, que tu peux en déduire la fraction.
Non, 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 pas des tests supplémentaires en fait. C'est en connaissant réellement le nombre de tests qui ont été effectués. Oui, mais C'est-à-dire que tu, les tests qui sont faits sur une fraction, sur un petit nombre éventuellement de la population, mais qui testent, qui essaient de voir sur une population par rapport au reported, le nombre de unreported et qui sont infectieux. C'est bien ça, non? Non, 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 non. En fait, c'est-à-dire que, tu sais, c'est comme j'avais présenté il y a une semaine ou deux. Oui, j'ai revu ton exposé, mais justement, j'avais une précision à te demander à ce niveau-là. C'est pour ça que je te... En fait, c'est-à-dire que, enfin, bon, c'est vrai que c'est un paradigme un petit peu différent. C'est-à-dire que il faut imaginer l'épidémie donc comme un processus latent non observé et les données comme des variables aléatoires qui dépendent de ce processus latent. Et après, en rajoutant une couche, donc via un modèle probabiliste qui explique comment les observations dépendent du processus latent, bah, il peut être possible, donc le processus latent, là, c'est le processus épidémiologique, donc nous, on n'avait pas appliqué à un modèle comme celui de Pierre, mais ça doit être possible également. Il devient possible d'estimer oui, les paramètres du processus latent. Ou pas, en fait, ça dépend. Mais en l'occurrence, en utilisant les données sur le nombre de tests qui avaient été effectués, c'est-à-dire que là, on a un nombre d'infectés qui sont reportés, mais en utilisant en plus de ça, donc ce nombre obtenu, à partir de combien de tests il a été obtenu, on peut déjà apporter des estimations, des fourchettes sur les paramètres correspondant au nombre d'infectés dans la population totale. Mais tu Et si testes, en plus, tu testes ouais. qui? Tu Ben testes justement, ça c'est le paramètre qu'il s'agit d'estimer. C'est de savoir qui tu testes, en fait. C'est-à-dire que tu considères que les personnes testées, c'est un échantillon de la population globale, mais ce n'est Oui. pas un échantillon qui est fait comme sur un sondage, bien sûr, sinon ce serait trop facile. Et voilà, c'est ça. C'est un peu Il le faudrait sens. qu'il soit grand. Et donc, justement, le paramètre qu'il faut estimer, c'est de savoir qui tu testes. Donc, quelle est la probabilité relative d'être testé, sachant que tu es infectieux, divisé par rapport à la probabilité d'être testé, sachant que tu es susceptible, ou une autre classe. Ça Ah dépend oui. du modèle que tu considères. Donc, c'est Ok. ce paramètre-là qu'il faut être capable d'estimer. Et pour l'estimer, bah, en effet, là, il faut utiliser la donnée sur le nombre de tests qui ont été effectués en plus. Oui, oui, mais c'est donc pas des données que pour le moment Pierre a utilisées. Pierre, pour le moment. Non, 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 c'est ce que je dis justement. Oui, c'est C'est ça. que par rapport avec les données qu'il a, en effet, c'est pas possible. Mais par contre, en utilisant en plus la donnée concernant le nombre de tests qui ont été effectués à Wuhan, c'est peut-être possible d'estimer ça. Et après, en utilisant en plus les données sur le nombre de morts, là, ça devient encore plus simple, disons, parce que si on est capable d'estimer un taux de létalité par la maladie, bah, la prévalence dans la population devient beaucoup plus simple à calculer. C'est simplement voilà, le nombre de morts multiplié par l'inverse de la mortalité. En fait, le nombre de morts, il ne te renseigne pas du tout sur le nombre de cas. Tu peux très bien avoir plein de cas qui ne sont pas… c'est le cas au Japon, sur les données japonaises, par exemple. Les morts, en fait, c'est les gens qui sont au-dessus de 70 ans. Et le gros des cas, en fait, c'est en dessous de 60 ans, en fait. En fait, Donc, les taux de… Enfin, il faut adapter il y a un vrai là sur sur le nombre de… Pour relier ça au nombre de cas. Vous m'entendez là? Non, oui, enfin, il y a eu un blanc, un petit blanc, voilà. Ah, d'accord. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a un vrai biais entre… c'est difficile de relier le nombre de morts au nombre de cas, en fait. Ben non, enfin, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr adapter le taux de létalité par rapport à la pyramide des âges de la population. Et donc, il y a des taux de létalité par tranche d'âge qui sont calculés. Alors, en effet, il faut voir la fiabilité de ces données. Et ensuite, en effet, suivant la pyramide des âges dans la population, le taux de létalité est différent. De l'âge, en fait, voilà. Mais une fois qu'on a le taux de létalité sur une population donnée, donc par exemple à Wuhan, je crois que ça avait été calculé à 0,66%, le taux de létalité par Covid-19. Tu vois, tu peux en déduire à partir du nombre de morts le nombre de cas, en fait. Le nombre de cas reported. Parce que les morts sont liés au nombre de cas reported. Non. Non, c'est-à-dire que si tu as 0,66% des gens
qui meurent de la maladie, en prenant en compte les non reportés. Hein. C'est pas En fait, en anglais, ils distinguent le case fatality ratio de l'infection fatality ratio. Donc, le 0,66, c'est vraiment sur toute la population. Donc, c'est-à-dire que c'est le nombre de morts divisé par reported et non reported. Donc, ils ne les connaissent pas. Si, par exemple, celui-ci à Wuhan, il a été calculé à partir des rapatriés. Donc, l'ensemble des personnes qui ont été rapatriées ont été testées. Et ils ont pu calculer combien de personnes sont mortes et voilà, et combien ne sont pas mortes. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a aussi, Oui, c'est Étienne, si je peux intervenir, il y a un article intéressant dans Le Monde du 11 avril, en page 3, qui commande des données sur une ville en Allemagne, où semble-t-il une petite ville qui a été gravement touchée par l'épidémie. Et les Allemands ont testé à mort et je pense qu'ils ont réussi à retrouver à peu près combien il y avait de gens, enfin le total, comme disait Lionel à l'instant, des reported et unreported. Et du coup, ils obtiennent un taux de létalité qui est de 0,37% et qui est 5 fois moins important que celui que donne la Johns Hopkins University pour l'Allemagne. Et le commentaire du Monde, c'était de dire le facteur 5, ça veut dire qu'il y a le Johns Hopkins, il regarde le nombre de morts divisé par le nombre de reported, et donc la fraction des reported, c'est 20%, puisqu'il y a un facteur 5. Oui. Cet article est intéressant, mais évidemment, je ne sais pas exactement quelle est la taille de la ville, et il faudrait des données plus importantes. En plus, il faudrait surtout avoir la pyramide d'âge de cette ville, ce que je ne crois pas qu'on l'ait, etc. Bien entendu, la pyramide d'âge est absolument fondamentale dans toutes ces questions de taux de létalité. Ça me fait plaisir que tu dises ça, Étienne, parce qu'on est en train de faire un article là-dessus et c'est vachement bien. Mais c'est bien et c'est compliqué en même temps. C'est évidemment, il y a plein des choses à comprendre en plus, quoi. Mais effectivement, quand on regarde les données en âge, il y a des données en âge pour le Japon, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que c'est vraiment fondamental, quoi. Et que voilà. Et voilà. Ok, d'autres questions, d'autres mains levées? Louise, tu n'as pas baissé ta main, mais tu n'as peut-être pas d'autres questions quand même. Je ne sais pas, non, a priori. Alors, moi, j'en avais trois, on ne va peut-être pas toutes les voir. La première, c'est que donc, dans tes premiers transparents et tes précédentes études, c'était sur la grippe. D'accord? Donc, pour cette maladie, a priori, les gens ont été étonnés par la durée d'infectiosité potentielle avant d'avoir les premiers signes. Même pour les simples symptomatiques durs qui vont se retrouver à l'hôpital, ils sont contagieux bien avant et la période a l'air d'être assez étonnante. D'accord? On avait vu dès le début qu'elle était de l'ordre de 1 jour, mais là, a priori, elle pourrait mettre de 3 jours en moyenne et aller éventuellement jusqu'à 7 jours. Même plus que ça, moi j'avais vu une étude où il disait que ça allait jusqu'à 14 jours. Oui, oui. Et donc, est-ce que dans la grippe, d'abord, il y a ce même effet d'avoir une période de contagiosité bien très grande par rapport à avant la période? C'est très court en proportion. C'est comment? C'est très court en proportion. C'est très court. Ouais. C'est de l'ordre de combien pour la grippe? Dans mon souvenir, c'était 3 jours, un truc comme ça. D'accord. Et justement, et là, on est sur 7 jours. Hein. Et ça, c'est ce qui avait été mesuré sur d'autres coronavirus, en fait. Et c'est les valeurs, c'est pour ça que ces valeurs-là sont tout le temps utilisées, en fait, par les médecins, etc. Parce que c'est ce qui avait été mesuré sur d'autres coronavirus. Il y a une étude précise qui a été faite et où ça varie. Je ne sais plus, j'avais un papier, je ne l'ai plus en tête là, mais il y avait un papier où ils mentionnaient, ils avaient essayé d'étudier ça et effectivement, ça avait l'air. Donc 14, c'est une grande, c'est un cas Ouais, exceptionnel. voilà, c'est énorme, c'est un cas exceptionnel, quoi. Voilà, c'est la moyenne, c'est quoi? C'est de l'ordre de 7? Ouais, bah oui. Enfin, nous, ce qu'on a pris, c'est 7 jours et ça a l'air de fonctionner très, très bien dans tous les pays, en fait. D'accord. Donc,
on a pris ça pour plein de pays différents et ça marche très très bien en fait. Donc ça semble des valeurs un peu raisonnables. Il y a des gens qui ont utilisé des méthodes, d'autres méthodes statistiques là, pour fitter ces paramètres-là. Ils aboutissent à des valeurs un peu autour de ça en fait. Ok. Et voilà. Donc ça semble assez raisonnable en fait. Ok. Ça peut varier un peu, mais ça semble assez raisonnable. Voilà. Alors, après le 11 mai, un petit peu pour aller dans la même direction que Étienne, après le 11 mai, donc, tu pourrais regarder ce que donne ton modèle en relâchant tôt et en ayant une augmentation raisonnée de la valeur de taux, différentes valeurs, et éventuellement dire eh ben, au-dessus de telle valeur de taux, si les gens se remettent à faire n'importe quoi, il va y avoir une belle explosion. Ça, ce dont tout le monde… Je peux le faire demain et ça va aller vite. Hein. C'est-à-dire, le résultat est garanti. Oui. Si on reprend le taux du départ, l'épidémie repart. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est clair. Mais maintenant, quelle est la valeur du taux qui est la plus constante, Ouais. enfin, optimale, qui permet d'avoir un taux contenu? Ouais. C'est assez rigolo de regarder ça. Mais c'est un travail qu'on veut faire, en fait. Et, parce qu'après, en fait, on peut calculer un R0 de façon à avoir un truc un peu raisonnable. Oui. Mais c'est clair que si on reprend le taux au départ, eh bien, l'épidémie, ça va repartir probablement. Hein. Oui. Non, mais quel que soit le taux plus grand que 1, ça va repartir. Le R0, tu veux Parce dire. que ce que font les Coréens, ça ne change pas que le taux, ça change aussi la durée d'infection. Parce que si tu testes très vite les gens qui sont symptomatiques et puis que tu les isoles et puis que tu retrouves les gens qui sont infectés, etc., eh bien, tu réduis pas seulement le nombre de gens que tu contactes. Là, le confinement, c'est pour réduire le nombre de gens que chaque personne contacte. Mais la méthode coréenne, ça va réduire aussi la durée pendant laquelle on est infectieux. Et donc, tu as tous les paramètres qui sont modifiés dans ton modèle. Et c'est pour ça que tu as un truc linéaire, enfin, tu vois, que tu as un comportement après différent. Je ne sais pas très bien. Enfin, tu l'as fait le modèle pour la Corée? Tu arrives à fitter un modèle? Oui, on l'avait fait. On avait fait un fit. On fit à nouveau très, très bien pour la Corée. Sauf évidemment à la fin. Je peux vous le montrer si vous voulez. C'est un papier qu'on a révisé en fait, qui est. Il est où ce papier? Je peux vous montrer les. C'est où? C'est ça. C'est celui-là. Ben, c'est celui où on a fait plein de simulations pour plein de pays différents en fait. Et alors, vous voyez mon écran là? Non, mais je t'ai redonné la main. Mais je vais le remettre dans ce cas. Attends. Voilà. Attends, je ne sais plus comment on fait là. Il est où le truc? Ah ouais, voilà. Alors, partager l'écran. Voilà. Desktop, partager. Voilà. Donc ça, c'est… Est-ce que vous voyez là Oui. Alors, c'est le fit pour les données coréennes en fait. Là, on a pris un taux F égale à 0,6. C'est ce que je vois là, ici. Et donc, à nouveau, en début d'épidémie, on a cette très grande variation. On arrive en milieu d'épidémie, c'est plutôt bon. Et puis, bon, bah, ça converge quand même bien à la fin. Mais ce qui se passe quand même, c'est que vous voyez qu'il y a… Le modèle n'est plus bon là, dans cette période-là, ici. Ouais. Parce qu'on a un cas à peu près constant. Et ça croît, on le voit mal là, je pense. Je vais essayer de zoomer. Mais ça croît linéairement ici. Ça commence à croître linéairement. Et en fait, ça continue. Je n'ai pas tracé toutes les données, là, je n'ai pas remis à jour les données, mais ça croît linéairement en fait. Et donc, les Coréens ont une épidémie de Covid actuellement qui est comme ça. Ils la contrôlent, mais il y a toujours un nombre de cas résiduels qu'ils n'arrivent pas à éliminer. Quoi. Donc, Le nombre de cas par jour, c'est ça? Ouais. Et bon, ça fluctue évidemment le nombre de cas par jour, mais
mais ils le contrôlent quand même bien. Ils arrivent à un truc assez bas. Et donc ça, c'est intéressant. C'est ce vers quoi il faudrait qu'on tende en France, hein, parce qu'on ne fera pas mieux, hein, de toute façon. Et, Bah, sauf si on ajuste la valeur du taux tous les jours de façon globale. et la question, c'est comment faire ça, quoi. C'est effectivement, Bah, faut diminuer le nombre de région contacts. par région, sur Paris, le métro est fermé, par exemple, certains jours. Il est clair que le métro va être un facteur multiplicatif. Et quand on voit que ça remonte, on interdit aux gens de prendre le métro. Ouais, ouais. Mais ce qu'ils ont fait en Chine, enfin, le problème, c'est que là, tu vas avoir des feedbacks avec un retard Oui. et que ça risque de poser problème quand même, hein, pour le contrôle, hein. Et, parce que tu mets un certain temps avant de déclarer justement, avant de déclarer les symptômes, etc. Et du coup, tu vas avoir un peu de contrôler comme ça va être compliqué, je pense. Mais le truc qu'ils font en Chine actuellement, c'est qu'ils ont divisé là où c'est possible, ils divisent par 2 le nombre de personnel dans les entreprises qui travaillent certains jours. Et du coup, ça limite les contacts entre les gens. Ils ont repris le travail depuis le 10 février, je crois. Ils ont progressivement. Et bon, les écoles, les universités restent fermées, mais tout ce qui est industrie, ils ont repris petit à petit, hein. Et il n'y a qu'à voir la pollution d'ailleurs en Chine pour s'apercevoir qu'ils ont bien repris, et la pollution de l'air. Et du coup, mais ils ont quand même mis en place des systèmes pour justement limiter les contacts entre les gens, quoi, parce que c'est le point, quoi, c'est le problème, en fait, a priori. Mais après, bon, même en faisant ça, moi j'ai quand même, c'est quand même étonnant le fait qu'ils arrivent à contrôler aussi bien, quoi. Ouais, Parce que quand on compare à la Corée où ils font des efforts démentiels en termes de tests, etc. Voilà. Et voilà. Et c'est ce vers quoi il faudrait qu'on tende en France, hein, de toute façon, hein. On n'a pas le choix, hein. Si on veut que ça fonctionne, il faudra tester énormément, hein. ouais. Voilà. OK, pas d'autres questions? Eh ben, merci Pierre, c'était un très bel exposé encore et un de plus qui sera disponible très bientôt sur YouTube une fois que je me serai remis à les passer petit à petit. Merci, merci du temps passé. Et donc le prochain exposé, c'est vendredi avec Vincent Maréchal. À bientôt, au revoir.